Nouvelle vidéo Pixar, ça m'avait manqué d'en parler parce que j'adore ça et j'adore en parler. Donc tout converge vers cette idée que je dois vous faire des vidéos du coup. Et aujourd'hui, on va faire comme la dernière vidéo, on va analyser certaines petites choses plutôt sympathiques par rapport à Pixar et notamment la stratégie des suites qu'a eu Pixar durant les années 2010. Parce que vous allez voir à la fin de cette vidéo, vous allez vous dire mais Pixar ils sont dans le futur. On le dit souvent, mais là c'est encore plus dans le futur. Vous allez voir à quel point ils ont réussi à faire une stratégie par rapport aux suites. C'est pas juste la suite d'un film parce que ce précédent film avait besoin d'une suite. Ça peut être lié à ce cas-là, mais tu sens qu'il y a aussi une volonté de toucher le plus de gens et donc de faire du profit, comme la plupart des films veulent faire. Mais là tu sens que la stratégie financière par rapport à la production de ces suites sont très importantes. Mais là vous allez voir que la petite analyse que je vais vous proposer dans cette vidéo va vous faire comprendre la façon dont Pixar a réussi à allier les anciens films et donc les spectateurs plus anciens également, et donc ces suites qui vont avec ces anciens spectateurs, mais tout en ayant de nouveaux spectateurs par rapport au fait de transmettre. Et là, le maître mot entre guillemets de cette vidéo, ce sera la transmission. Donc nous allons commencer la vidéo tout de suite et j'espère qu'elle vous plaira. Pixar a su proposer des one-shots de qualité tout en n'oubliant jamais les franchises comme Toy Story, qui est à ce jour la plus grosse franchise de Pixar. Sachant qu'elle a vraisemblablement commencé en 1995 et qu'elle s'est terminée en 2019, tu as quand même en 2022 un film qui est prévu sur les aventures de Buzz l'éclair, mais qui n'est pas vraiment Buzz l'éclair, mais plus le personnage au sein de la diégèse de Pixar qui a inspiré le jouet Buzz l'éclair et donc les séries. Donc tu sens que cette saga est le point central de tout Pixar. Donc peut-être que quand je vous parle de one shot, vous ne savez pas vraiment de quoi je parle. En fait, un one shot, c'est un film qui n'a pas de suite. C'est un film qui est prévu pour vivre tout seul. Comme par exemple Ratatouille sorti en 2007, Wall-E d'Andrew Stanton en 2008 ou encore Rebelle de Mark Andrews et Brenda Chapman en 2012. Tous ces programmes n'ont et n'auront vraisemblablement aucune suite. Ils ont été conçus pour pouvoir vivre seuls. En fait, par rapport à tout cela, pour faire beaucoup plus simple, c'est que leurs histoires se suffisent à elles-mêmes. Il y a un début, il y a une fin, et oui, on peut imaginer d'autres suites par rapport à tout cela, mais ça a été conçu pour se finir à la fin du premier film, pour faire comprendre qu'il n'y aura pas de suite. Les histoires différentes, les mondes différents, les univers différents sont la marque de fabrique de Pixar. Passer d'un petit robot qui nettoie la planète après que l'humain l'ait trop pollué pour y vivre, ou encore un rat qui fait la cuisine dans le plus grand restaurant du monde, tout cela montre à quel point l'univers Pixar est varié. Cependant, ils savent comment et quand s'arrêter. Mais allons encore plus loin, ils savent comment et quand recommencer à raconter une suite à l'histoire de base, tout en restant original avec plus ou moins de réussite. En effet, après une longue phase entre 2001 et 2016 où il n'y a quasiment eu que des one-shots, hormis quelques suites par-ci par-là, Pixar s'est concentré de 2016 à 2019 uniquement sur des seconds volets, en excluant le film Coco qui est sorti en 2017. En effet, Le Monde de Dory d'Andrew Stanton et d'Angus MacLane en 2016, Cars 3 de Brian Fee en 2017, Les Indestructibles 2 en 2018 ou encore Toy Story 4 en 2019, tous ces films sont des suites sorties en l'espace de 3 ans. Et à ce moment-là, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que le studio a attendu si longtemps avant de faire les suites de ces films-là? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ou est-ce qu'il voulait aussi privilégier des histoires one-shot? Je pense que les deux cas de figure fonctionnent. En effet, c'est une question que l'on peut se poser car Pixar aime faire durer le plaisir et l'attente. 13 ans séparent Le Monde de Nemo en 2003 au Monde de Dory en 2016. 5 ans séparent Cars 2 de Cars 3. 14 ans séparent Les Indestructibles 1 aux Indestructibles 2 et 9 ans séparent Toy Story 3 de Toy Story 4. Un des éléments de réponse peut être le fait que les enfants sont plus facilement attirés par les films d'animation. Cependant, les jeunes adultes sont de moins en moins attirés par ce type de film. C'est une chose qu'a très bien compris le studio. Alors, avant que l'on interprète de la mauvaise façon mes propos, je n'ai jamais dit que les films d'animation étaient pour les enfants et uniquement pour les enfants. Je dis juste que le public visé en priorité est un public beaucoup plus jeune. Donc c'est vrai que les jeunes adultes qui se tournent vraisemblablement vers un cinéma qui est un petit peu plus de leur âge, dans le sens où tu as des films d'horreur, possiblement aussi des films d'auteur, enfin en tout cas c'est libre à chacun, mais donc Pixar a compris que les jeunes adultes ne se tournaient plus vraiment vers les films Pixar, ou en tout cas dans les films d'animation dans leur globalité. Même si c'est vrai que la plupart des films Pixar ont une double thématique, dans le sens où pour un enfant, le film Coco ça va juste être un enfant qui va se balader dans un monde de squelettes. Ça peut être le pitch de Coco donné par un enfant, mais c'est vrai que derrière ce film il y a une thématique et une dynamique beaucoup plus adulte par rapport à la peur de l'oubli. Et ça c'est quelque chose qu'un enfant a possiblement du mal à analyser. Donc c'est vrai qu'il y a ces thématiques beaucoup plus adultes, mais c'est vrai que Pixar a dû se dire que même si leur production était tout public, donc de 0 à 99 ans entre guillemets, il se peut qu'une certaine tranche d'âge ne s'intéresse plus vraiment à nos films, parce que ça ne les touche plus, parce que ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits était trouvable
quand ils étaient petits logiquement. D'où le fait d'intervenir dans la stratégie des suites. En ayant réalisé des films alors que ces mêmes jeunes adultes n'étaient encore que de jeunes enfants, Pixar savait que si ces films leur plaisaient jeunes, une suite des années après leur ferait sûrement plaisir. C'est pourquoi la stratégie a été payante dans le sens où aujourd'hui, cela touche tout le monde. De plus, les enfants qui sont allés voir les premiers films qui sont aujourd'hui parents montreront peut-être cette suite à leurs enfants et ainsi de suite pour que l'échange intergénérationnel se fasse de cette façon. Procéder ainsi amène aussi à voir ou revoir les précédents films pour soit tout comprendre, soit se souvenir. Ce qui est intéressant par rapport à ce dernier terme est que justement, le souvenir devient le moment présent en prolongeant l'histoire d'un film dans le temps. Cependant, certains films optent pour une tactique différente, ce qui offre un plus large panel d'intrigues sans tomber dans le répétitif. En effet, Toy Story veut que les spectateurs grandissent avec les personnages, mais ce n'est pas le cas des films comme Le Monde de Dory ou encore Les Indestructibles 2. En effet, les deux films que j'ai pris pour exemple adoptent une stratégie de politique de suite instantanée, plaçant donc cette suite juste après le film originel, dans le sens où, pour faire simple, le 2 se passe juste après le 1, même s'il s'est passé une dizaine d'années entre la sortie des deux films. Par exemple, Les Indestructibles 2 prend directement place à la fin des Indestructibles 1, et pourtant il y a 14 ans qui séparent le 1 du 2. Et dans les deux cas que j'ai évoqués précédemment, le but est le même, toucher le plus de personnes. Et évidemment cela va aussi avec une politique financière, parce que si tu découvres le 2 avant d'avoir vu le 1, tu vas vouloir voir le 1, et possiblement acheter le DVD, ou alors passer par une plateforme telle Disney+, où tu vas devoir payer quelque chose, et justement tu as quand même cette idée que aujourd'hui tu as des suites par rapport à des films qui sont sortis bien avant, donc ce qui t'oblige entre guillemets à voir les films qui se sont déroulés avant pour pouvoir tout comprendre. En plus de ça, si on garde cet exemple des Indestructibles 2, le fait qu'il est sorti à cette époque-là n'est absolument pas anodin. En effet, on est dans une ère où les super-héros sont de plus en plus en vogue grâce au Marvel Cinematic Universe, entre autres. Il y a également par exemple le DCEU. Le film sur la famille aux super-pouvoirs est réellement dans l'air du temps, sans pour autant débarquer dans une époque où le genre super-héroïque est à la mode, puisque Les Indestructibles 1 est sorti en 2004, une ère où les films comme Iron Man ou Captain America ne pointaient pas encore le bout de leur nez. Donc faire du neuf avec du vieux, telle était la politique de Pixar à l'époque pour faire de nouveaux films avec des intrigues dans l'air du temps, mais également pour faire découvrir les programmes les plus anciens. Le studio l'a bien compris, les gens actuellement, avec tout ce qu'il se passe dans le monde, ont besoin d'une touche de nostalgie pour les faire sortir un petit peu de tous les problèmes du quotidien. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie derrière ces suites. Ce ne sont pas des suites qui étaient entre guillemets nécessaires, notamment par rapport au monde de Nemo, sachant que le monde de Dory se base sur Dory. Donc tu as cette idée qu'il y a vraiment une stratégie derrière, que ce soit une stratégie entre guillemets de transmission, et que ce soit également une stratégie financière derrière ce studio, comme tous les studios fait des films pour raconter des histoires, mais également pour faire du profit. Et ça, c'est tout à fait normal et logique. En tout cas, par rapport à toute la stratégie des suites de Pixar, je pense que j'en ai assez dit. Je ne sais pas si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.